Rebonjour, bonjour à toutes et tous pour ceux qui nous rejoignent. Juliette, je te propose que l'on démarre, et puis les retardataires nous rattraperont en cours de route. Tu me confirmes, Juliette, que tout le monde voit bien, le partage d'écran? Oui, tout à fait. Très bien. Donc bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui, pour ce webinaire, du réseau bâtiment durable pour vous présenter le fruit de près d'un an de travail maintenant, une publication collective sur laquelle on a commencé à travailler il y a près d'un an avec les membres du réseau bâtiment durable sur la thématique de l'urbanisme favorable à la santé et qui sera disponible là dans les prochains jours. Donc voilà, on organise aujourd'hui ce webinaire pour vous présenter ces travaux. Avant ça, juste quelques mots d'introduction. Donc, je me présente, Alban Narbonne, je suis chargé de mission urbanisme et santé chez Ecopolis. Je co-anime ce webinaire avec Juliette Roca de l'Alliance HQE. Quelques mots d'abord simplement sur ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, en tant que membre du réseau bâtiment durable, donc un réseau voilà, national qui réunit un certain nombre d'associations et centres de ressources qui œuvrent pour le bâtiment et l'aménagement durable, donc un réseau qui est soutenu et animé notamment par l'ADEME et le plan bâtiment durable. Ecopolis et l'Alliance HQE, en tant que membre de ce réseau, on a été engagé cette année sur le copilotage d'une publication collective sur la thématique de l'urbanisme favorable à la santé. Donc voilà, avec le réseau, on se réunit assez régulièrement pour produire des publications collectives. On avait publié il y a 2 ans de ça une publication sur la thématique de l'économie circulaire qui avait été pilotée par nos collègues de Ville et Aménagement Durable. Et cette année, comme je vous le disais, le thème, c'est l'urbanisme favorable à la santé. Quelques mots aussi sur nos structures. Donc nous, Ecopolis, on est un centre de ressources pour l'aménagement et la construction durable basé en Île-de-France. Et on a 4 grandes missions. L'information des professionnels avec un certain nombre de ressources documentaires qui sont recensées et produites sur notre site internet. Et on anime également sur les réseaux sociaux, par le biais de newsletters, toute une communauté d'acteurs en Île-de-France. On organise de nombreuses rencontres entre professionnels, des événements, des webinaires, des colloques, des ateliers, des groupes de travail. On fait aussi de la formation thématique ou sur mesure selon les besoins des professionnels du secteur. Et puis enfin, on a un dernier volet d'action qui est l'accompagnement de projets dans le cadre de nos démarches bâtiments et quartiers durables franciliens, démarches qui sont aussi portées dans d'autres régions par certains de nos homologues. Je pense à l'Occitanie, je pense à la région PACA, entre autres. Et puis chez Ecopolis, on a aussi une certaine sensibilité à la thématique de l'urbanisme favorable à la santé, puisque depuis 2020, on porte un programme d'action dédié à ces sujets-là, qui est notamment soutenu par l'ADEME Île-de-France, l'ARS Île-de-France, l'ADRIEAT et la métropole du Grand Paris. Et dans le cadre de cette mission, on produit aussi un certain nombre de ressources, on anime des formations, on organise un certain nombre d'événements. Et aujourd'hui, on se retrouve entre autres dans le cadre de ces missions. Juliette, je te laisse dire peut-être quelques mots aussi sur l'Alliance. Oui, merci Alban. L'Alliance HQ, en quelques mots, c'est une association qui a été créée en 1996 avec le soutien des pouvoirs publics pour promouvoir un cadre de vie durable dans une vision transversale, équilibrée et multicritère qui est basée sur 4 engagements donc indissociables: la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique et le management responsable. L'association est reconnue d'utilité publique depuis 2004 et elle compte plus d'une centaine de membres engagés. Elle est également le membre français du World GBC et donc elle est membre du réseau Bâtiment Durable. Alors, dès sa création, en fait, la démarche HQE a intégré l'enjeu de la santé comme un enjeu majeur pour la construction et pour l'aménagement. Comme défini par l'ODD numéro 3 de l'ONU, bonne santé et bien-être. Donc dans un premier temps, en fait, elle a abordé cet enjeu sanitaire par le prisme de la QAI et elle a produit de nombreux travaux, notamment qui ont abouti au protocole HQE de mesure de campagne de la QAI dans des bâtiments en exploitation neufs ou rénovés. Et de fait, par son caractère holistique, en fait, la santé épouse parfaitement l'approche à la fois globale et multicritère que défend l'Alliance HQE, notamment dans des travaux plus récents comme la rénovation globale du bâtiment, par exemple.
Pour autant, pour traiter convenablement ces enjeux sanitaires, il convient non seulement de les adresser à l'échelle bâtimentaire, mais également à l'échelle du quartier ou de la ville. Et c'est pourquoi, dans le cadre de référence HQ Aménagement, ils sont adressés notamment via l'engagement de qualité de vie, qui regroupe les aspects de bien vivre ensemble, d'accessibilité, de confort ou encore, de résilience. Pour toutes ces raisons et face, à la prise de conscience, collective, des enjeux, sanitaires à l'échelle, de l'aménagement, l'Alliance HQE a souhaité, contribuer et copiloter donc avec Ecopolis, la réalisation de cette publication collective, que nous vous présentons aujourd'hui, afin de poursuivre, ce travail de sensibilisation, auprès, des acteurs de la ville à ces enjeux, qui est évidemment d'autant plus nécessaire, à l'heure du dérèglement climatique. Voilà pour ces quelques mots de présentation. Merci beaucoup, Juliette. Avant de donner la parole à nos différents intervenants, on voulait simplement vous dire aussi deux mots un peu plus sur, excusez-moi, sur cette publication. D'abord, rappeler à tout le monde de quoi l'on parle, qu'est-ce que c'est que cet urbanisme favorable à la santé. Je ne vais pas me lancer dans une présentation détaillée du concept et des nombreuses définitions, mais simplement voilà, vous tenter de vous expliquer en quelques mots de quoi l'on parle. Donc, l'urbanisme favorable à la santé, ça repose sur la mise en place d'aménagements qui tendent à promouvoir la santé et le bien-être des populations. Tout ça en accord et en respect des trois piliers du développement durable que sont l'efficacité économique, l'équité sociale et la préservation de l'environnement. Et cet urbanisme, il porte également des valeurs d'égalité, de coopération intersectorielle ou encore de participation, notamment des habitants et des citoyens. Quelques thématiques en vrac pour vous donner une idée de quoi l'on parle. Ça peut être bien sûr évidemment toutes les questions qui sont liées à l'exposition des populations aux polluants et nuisances, tout ce qui a trait à la pratique des mobilités douces, des mobilités actives, l'accès à une alimentation saine, les notions de bien-être et de cohésion sociale, l'accès aux soins, la réduction des inégalités en santé, l'implication en intersectorialité avec l'ensemble des acteurs, tout un tas de thématiques voilà, avec lesquelles on est déjà tous plus ou moins familiers, mais qui ont un impact sur la santé. Pourquoi cette publication alors? D'abord parce qu'on voulait rappeler qu'il y avait des liens historiques entre urbanisme et santé. On peut évidemment remonter aux théories hygiénistes et à l'époque du baron Haussmann, mais aussi plus récemment un ensemble de politiques environnementales qui ont permis de replacer les enjeux de santé et les enjeux sanitaires dans les réflexions, dans la conception des projets urbains, de la planification et de l'aménagement. Et puis, voilà, encore plus récemment, des nouveaux outils qui ont pu se développer, des nouvelles approches. Un impact avéré, évidemment, entre le cadre de vie, les pratiques de l'aménagement et la santé des populations. Un urbanisme qui se révèle pertinent pour agir sur un ensemble de thématiques, la qualité des logements, des espaces publics, des espaces de vie, la réduction de l'exposition aux risques, aux pollutions et aux nuisances, l'amélioration de la qualité des milieux de vie, la qualité aussi des équipements, des services, de l'accessibilité, la présence d'espaces verts en ville, et puis bien sûr la diminution des inégalités sociales et territoriales de santé. Toutes ces thématiques-là, c'est des thématiques sur lesquelles tous les acteurs de la fabrique de la ville ont un rôle à jouer, et c'est ce qu'on a voulu rappeler au travers de cette publication, en interpellant chacun de ces acteurs. Il y a évidemment un besoin de sensibiliser, de former et d'accompagner sur toutes ces thématiques, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu présenter dans cette publication un recueil d'actions qui nous semblait inspirantes ou intéressantes à reproduire. Voilà, donc un besoin de diffuser encore tous ces principes, de sensibiliser tous les acteurs, que ce soit de la fabrique de la ville, mais aussi les acteurs du médico-social, des politiques environnementales, etc. Un besoin de formation, évidemment, et de s'appuyer sur de nombreux retours d'expérience. Et voilà, on a tenté de répondre modestement, dans le cadre de cette publication, à tous ces enjeux qu'on avait identifiés collectivement. Et donc, c'est pour ça qu'on a réuni, au travers de cette fameuse publication, un ensemble d'outils, d'initiatives inspirantes, de retours d'expérience qu'on souhaitait valoriser et promouvoir. On voulait voilà, aussi vous montrer qu'il y avait un certain nombre de formations qui permettaient de se sensibiliser encore plus à ces enjeux, et aussi montrer voilà, qu'il y avait des démarches opérationnelles, des démarches très concrètes qui permettent de se saisir aujourd'hui de cette thématique et de faire concrètement un urbanisme qui soit favorable à la santé des populations. Je ne rentrerai pas plus dans le détail parce qu'on va avoir des intervenants qui pourront illustrer beaucoup mieux ces propos. Et avant toute chose, je vais laisser la parole à un partenaire très important de cette publication, voilà, un partenaire qui soutient aussi le réseau Bâtiment Durable. Je vais laisser la parole tout de suite à Ariane Roseau,
coordinatrice urbanisme à l'ADEME, qui est notamment voilà, très investie sur les thématiques de santé et qui a signé l'édito de cette publication thématique. Ariane, je te laisse tout de suite la parole pour ta présentation. Bonjour, oui, merci beaucoup Alban et puis merci le Réseau Bâtiment Durable pour cette belle publication. Moi, j'ai eu la chance de lire en avant-première. Ça va être très court, je vais vous dire pourquoi à l'ADEME on adore ce sujet d'urbanisme favorable à la santé, pourquoi on y croit et puis en quelques mots ce qu'on fait sur ce sujet. Alors déjà, on y croit. Merci Alban pour le passage des slides parce que santé et transition écologique sont complètement liés. Vous voyez en bas à gauche là le One Health. One Health, c'est une seule santé, c'est-à-dire que on ne peut rien dissocier. La santé des humains, la santé des animaux et la santé des écosystèmes de la planète sont complètement liés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'OMS, lui, se positionne sur la transition écologique sans aucun problème. Donc là, en 2023, on a la première envoyée spéciale pour le changement climatique, le docteur Vanessa Kerry, qui disait, voilà, crise climatique et crise sanitaire, c'est la même chose en fait. Après les accords de Paris, on avait pareil le directeur de l'OMS qui avait dit que l'accord de Paris était certainement l'accord le plus ambitieux pour la santé. Et donc, tout ça, c'est lié et on a, nous, acteurs de l'écologie, intérêt à se positionner aussi sur le sujet de la santé. Et pourquoi? Eh bien, comme vous le voyez sur cette slide, parce que c'est ce qui, intéresse le plus les Français. Je veux bien, Alban, peut-être si tu cliques, il y a peut-être 2 encadrés qui vont apparaître. Bon, peut-être pas. Bon, en gros ah bah non, il y a eu un petit problème. Alors, je veux bien que tu repasses à la slide du tableau. En fait, vous voyez que la santé, on a 81 des Français qui jugent ce sujet, prioritaire, tout à fait prioritaire. Et puis, vous descendez plus bas, l'avant-avant-dernier, et c'est là où on voit la protection de l'environnement, la lutte contre le dérèglement climatique, bah, finalement, toutes les questions de transition écologique sont bien moins consensuelles. Et c'est ça qu'on trouve intéressant à l'ADEME et pourquoi voilà, l'urbanisme favorable à la santé permet d'embarquer l'urbanisme durable et toutes ces questions de transition écologique, c'est parce que c'est lié et que on a un consensus, on a des acteurs qui vont vers la santé et le bien-être plus naturellement. C'est une porte qui parle et une porte qui permet de mobiliser davantage que le changement climatique qui parfois peut être un peu plus clivant. Alors, ce qu'on fait maintenant, je me dépêche, donc sur les actions de l'ADEME, on fait des guides, hein. On a soutenu le guide Isadora qui est, vraiment, voilà la pièce maîtresse en matière d'urbanisme favorable à la santé. On fait des études en propre et puis on est dans des GT, des réseaux, on participe à des publications et à de la réflexion là-dessus et de manière un peu plus, enfin, plus récemment et de manière un peu plus marquée, je veux bien que tu passes à la slide d'après, on a lancé l'année dernière, en juin 2023, un exercice exploratoire qui s'appelait le booster de l'urbanisme favorable à la santé. Alors, concrètement, l'ADEME à Sophia Antipolis, là où je suis basée, on a invité une cinquantaine d'experts avec des profils très variés. Il y avait des acteurs terrain, il y avait des techniciens, il y avait des gens aussi qui s'y connaissaient pas du tout, mais qui avaient une expertise différente, des personnes des médias, des personnes des psychologues, des personnes de la communication. Et en fait, l'idée, c'était de se dire: «Bon, on a beaucoup de guides, on a beaucoup de matière, mais comment on fait atterrir ce sujet-là sur le terrain?» Et donc pendant 2 jours et demi, on a réfléchi et on a, comme ça, imaginez plus de 70 idées qu'on a rassemblées dans ce cahier d'idées que vous trouverez sur la librairie de l'ADEME. Je vous ai mis le sommaire à droite. Ce sommaire, c'est parmi ces 70 idées, les 10 idées qu'on a trouvées spécialement intéressantes, qu'on a creusées et qui permettent de faire les premiers pas en matière d'UFS, d'être assez opportuniste, de ne pas se dire on va faire toute la ville en UFS ou tout un quartier, mais plutôt trouver un objet urbain et le travailler pour intégrer de plus en plus la santé. Et donc dernière slide pour moi, là 2024-2025, c'est quoi le programme de l'ADEME et de ses partenaires? Eh bien, c'est d'aller sur le terrain et de tester les choses. Donc on a lancé le 19 janvier un AMI, donc appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Expé Urba Santé. C'est en partenariat avec l'Ecolab, donc CGDD, ministère de la Transition écologique, mais aussi le CEREMA. Et puis, Santé publique France et l'Institut national du cancer sont aussi avec nous. Et ça, on est très contents parce que voilà, ça montre que c'est un sujet où on peut tous travailler ensemble, les acteurs de la santé, les acteurs de la transition écologique.
Et donc concrètement, on demande à tous les acteurs, ça peut être vous, toutes les personnes qui nous écoutez, au webinaire, vous êtes concernés. Ce que vous avez à gagner avec cet AMI, ça ne sera pas du financement, mais ce sera de la mise à disposition d'experts. Ce qui permet une candidature très simple, c'est-à-dire que quand vous avez les idées claires sur, bah, voilà, là sur cette idée, je sens qu'il y a un truc à faire, mais je me sens pas les épaules d'y aller tout seul. Quand vous avez les idées claires, c'est 1 heure pour candidater et à la clé, donc vous pouvez avoir, une dizaine de jours à peu près d'experts variés qui vont venir vous appuyer pendant 1 an pour passer de l'idée à la réalisation concrète, le prototypage, de votre idée. Donc voilà, moi je voulais dire encore merci, au réseau Bâtiment Durable pour tout ce que vous faites et de voilà, faire vivre ce sujet et donc j'espère que ce qu'on fait à l'ADEME vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter ou à cliquer, je vais vous mettre le lien dans la discussion pour aller voir, cette AMI. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ariane pour cette intro rapide et pour la souplesse par rapport au passage des slides. C'est pas toujours un exercice facile, je te remercie. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir vous présenter au travers de 4 intervenants, pardon, et 3 petits retours d'expérience rapides, vous donner une idée du contenu de cette publication qui se divise voilà, en 3 grandes parties. Une partie plutôt dédiée aux outils qui permettent de se sensibiliser, de s'acculturer sur le concept d'urbanisme favorable à la santé. Une deuxième partie qui concerne plutôt les formations, qu'elles soient thématiques ou généralistes, qui vous permettront de rentrer un peu plus en détail et un peu plus voilà, en profondeur dans les thématiques. Et une troisième partie qui est plutôt dédiée à des retours d'expérience plus opérationnels. Et c'est donc les trois thématiques qu'on voulait explorer avec vous aujourd'hui. Et pour commencer sur la thématique de la sensibilisation, de l'acculturation et même on touche déjà un peu du doigt la formation. Je vais laisser la parole à Théo Sigicard, responsable d'études du côté du CEREMA, pour nous présenter une boîte à outils qui a été développée en Occitanie, une boîte à outils pour développer l'aménagement favorable à la santé. Et Théo, je vous laisse reprendre la main pour partager votre écran. Bonjour à tous, ouais, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. OK. Oui, oui, oui. Bonjour à tous, je m'appelle Théo Sigiscard, je travaille au CEREMA, je suis responsable d'études donc à Toulouse en Occitanie. Donc on s'occupe d'accompagner les villes dans leur plan d'adaptation et d'atténuation au changement climatique et on a une petite spécialité en santé environnement. Bien sûr. Hop. Donc nous, quand on explique cette thématique, au territoire, souvent les collectivités locales, ils ont du mal à accepter, la thématique. Pourquoi? Parce qu'ils voient, la santé environnement comme quelque chose pardon? Ouais, ils voient la thématique comme une thématique, en plus qui vient s'ajouter au reste finalement, tout ce qui est, résilience, adaptation, zéro artificialisation nette des sols et ils vous ont du mal, justement à aborder la thématique de la santé environnement parce que c'est quelque chose qui vient en plus. On se demande pourquoi c'est là au milieu de tout ça et qu'est-ce que ça peut apporter en plus par rapport, au reste? Et nous, justement, ce qu'on leur dit, c'est que la santé, c'est seulement un prisme de regard sur le territoire. C'est-à-dire que c'est une approche systémique et que par la santé, on va toucher l'ensemble des sujets en lien avec le changement climatique, mais pas seulement en lien avec la santé, parce qu'il faut savoir que près plus de 1/3 des cancers pourraient être évités justement en jouant sur l'aménagement du territoire. Alors pour comprendre ça, je vous ai mis une petite vidéo. Alors qu'est-ce qu'on voit finalement? C'est, un environnement qui est assez classique d'une ville, mais là on pourrait se dire que c'est assez dégradé d'un point de vue de la santé environnement. Pourquoi? Parce qu'il y a de la pollution, la qualité de l'air, elle est sûrement mauvaise. Il faut imaginer qu'il y a beaucoup de bruit à cause des voitures et on se dit: «Comment on va transformer cet écosystème pour favoriser la santé de la population?» Donc en partant de ce constat, on va se dire: «On va jouer justement sur tout ce qui est les nuisances, environnementales». On va aussi essayer de favoriser tout ce qui va favoriser la santé, donc les mobilités actives, une meilleure alimentation, la santé mentale. Donc on va venir, je travaille aussi sur l'aménagement et derrière, bon bien sûr, d'une version très utopique, en jouant aussi sur tout ce qui est îlots de fraîcheur pour lutter tout ce qui est, îlots de chaleur dans les villes. On va avoir un environnement qui est dit favorable à la santé et c'est là où c'est intéressant, c'est que parce que derrière, en étudiant un territoire par le prisme de la santé environnement, on va toucher énormément de déterminants santé, plein de thématiques qui vont faire qu'on va créer un écosystème qui va être résilient et favorable à la santé, mais aussi favorable à lutter, à faire face au changement climatique.
Donc, dans ce cadre-là, il a été décidé, donc, dans le plan régional santé-environnement Occitanie, de développer une boîte à outils à destination des acteurs du territoire, donc tout ce qui est technicien, les collectivités locales, mais pas seulement, aussi les bureaux d'études. L'idée, c'est de leur permettre de se sensibiliser sur le sujet, mais surtout de prendre en main la thématique de santé-environnement. Parce que nous, on n'est pas médecins, et souvent, c'est une thématique qui est prise en compte seulement par soit l'ARS ou soit par les médecins. Alors que justement, nous, en tant qu'aménageurs, on a vraiment une responsabilité à agir sur cette thématique. Donc c'est pour ça qu'il a été décidé de développer cette boîte à outils pour justement être capable de parler, de discuter sur la santé environnement et surtout d'agir sur son territoire ou sur son bâtiment. Donc le CEREMA, il a animé un groupe de travail qui a réuni plusieurs entités. Donc il y avait des associations comme le réseau Graines Occitanie, il y avait la DREAL aussi, l'Agence régionale de santé et bien sûr des collectivités locales. Et ensemble, il y a plusieurs outils qui ont été produits. Donc, il y en a 3. Donc, il y a les fiches thématiques, c'est un peu l'étage 0 de la fusée. C'est se sensibiliser sur les thématiques et les aménagements en santé environnement à l'aide de cas concrets. Donc là, l'idée, c'est vraiment de monter en connaissance, de prendre connaissance de chaque déterminant santé et comment l'aménagement peut impacter ces différents déterminants santé. Le second outil, c'est la balade sensible. Là, on est plutôt sur un outil terrain. L'objectif derrière, c'est d'identifier sur un territoire quels sont les aménagements qui vont être favorables ou défavorables à la santé. Et enfin, on a le dernier étage de la fusée qui est plus un serious game. Donc là, le jeu santé-cité. Là, l'idée, c'est de faire à la fois échanger un médecin avec un professionnel de santé, avec un technicien, avec un habitant sur la thématique santé-environnement et surtout manipuler les leviers en santé-aménagement pour pouvoir derrière mettre des actions concrètes sur son territoire ou sur son bâtiment. Alors, les 10 fiches thématiques, donc on retrouve ces 10 thématiques qui sont en lien avec la santé-environnement. Donc derrière ces 10 thématiques, on va toucher l'ensemble des déterminants santé qui sont définis dans le guide Isadora, donc que vous a présenté Ariane tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on va étudier, je sais pas, par exemple un bâtiment ou un quartier au travers de ces 10 thématiques, derrière, on va toucher l'ensemble des déterminants de santé sur lesquels notre aménagement va avoir un impact. C'est-à-dire qu'on va regarder, est-ce que mon aménagement il favorise ou non les mobilités actives? Est-ce qu'il favorise le bruit? Est-ce que les déchets sont bien pris en compte? Etc. etc. Et finalement, en parcourant l'ensemble des thématiques, on va arriver à savoir si notre aménagement va favoriser ou non la santé de la population. Donc, chaque thématique, elle est détaillée par une fiche recto verso, où on retrouve à chaque fois ce qui est en jeu pour notre santé. Il y a aussi des exemples d'actions, mais des chiffres clés pour savoir justement de quoi on parle et quelle est la marge de manœuvre, quels sont, en termes de santé publique, quel est l'impact de notre thématique sur la santé de la population et aussi bien sûr donc tout ce qui est levier d'action en termes d'aménagement. Donc les fiches, elles existent en 2 formats. Il y a un format court qui est recto verso que vous voyez à l'écran et un format un peu plus long qui est entre 4 et 5 pages. Donc le second outil, c'est la balade sensible. Donc il y a 3 objectifs. Le premier qui est de toujours bien sûr sensibiliser. Derrière, c'est que c'est un outil opérationnel, c'est que vraiment derrière sur un quartier, sur un bâtiment, on va pouvoir identifier vraiment quels sont les aménagements qui vont favoriser la santé de la population ou à l'inverse, nuire à la santé de la population. Et aussi, c'est un atelier d'intelligence collective, donc derrière, c'est de faire participer les élus, les techniciens et de construire ensemble, une analyse de son territoire. Alors concrètement, comment ça se passe une balade sensible? On va avoir un parcours et on va avoir plusieurs points d'arrêt. Et sur chaque point d'arrêt, on va venir, à l'aide d'une grille, questionner chaque participant sur une approche sensorielle. Donc, est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il y a des mauvaises odeurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit ou non? Et une approche par les différentes thématiques santé-environnement que je vous ai présentées tout à l'heure. Et on va venir identifier, essayer de regarder à 360 degrés quels sont les aménagements finalement qui vont favoriser ou non la santé de la population. Et enfin, donc, tout cet atelier, il se finit par une phase de restitution et d'échange, où on va venir collecter toutes les informations pour justement avoir une vision globale du lieu. Donc, ce qui est bien avec cette valise à outils, c'est que derrière, vous trouvez donc bien sûr tout le guide pour pouvoir faire vous-même la balade sensible avec le guide de l'animateur, ce dont vous avez besoin, les grilles réponses, mais aussi vous avez le poster de restitution que vous voyez ici à l'écran derrière, où on a finalement à chaque fois ce qu'on reprend. Vous pouvez faire votre balade sensible et directement reprendre le poster, mettre vos propres photos et votre propre analyse et vous avez un élément de restitution qui pourrait être intéressant. Par exemple, lorsque vous avez un projet de réhabilitation, un projet d'un nouveau quartier ou un projet de bâtiment pour pouvoir rendre compte, à la maîtrise d'ouvrage, par exemple. Donc, ce qui est intéressant, là, je vous ai mis en détail, une analyse qu'on a fait sur, un endroit qui s'appelait la rue des Jardins. Finalement, ce que l'on voit, c'est que, en termes de sécurité, qualité de l'air, proximité, habitat ou bruit,
l'aménagement il va être dit favorable. Mais par contre, en termes de mobilité active ou îlot de fraîcheur ou espace public, l'environnement est dit assez dégradé. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que derrière, on va pouvoir fixer, se dire, bah, pour favoriser la santé de la population au niveau de ce lieu, on va travailler sur tout ce qui est mobilité active et à la fois aussi îlot de fraîcheur et espace public. Donc enfin, je finis avec le jeu santé cité. Donc là, le jeu, c'est vraiment l'idée, c'est de monter en compétences et de faire à la fois échanger un médecin avec un élu, avec un technicien, avec un habitant, et de ensemble discuter de la thématique de santé environnement. Donc le jeu est fait pour ça. C'est pour finalement, on n'est pas médecin et être capable de discuter quand même de la thématique de santé environnement. Donc une partie, comment ça se passe? Ça dure à peu près 2 heures, c'est pour 4 à 8 joueurs et on va avoir différentes séquences et à chaque séquence, ça correspond à une échelle d'un territoire. On va avoir la première échelle, ça va être au niveau d'un village. La seconde, à l'échelle plus intercommunale, où on va retrouver une station balnéaire, toujours le même village et aussi une ville. L'idée, c'est de montrer les interconnexions et que la santé environnement, bah, ça peut se faire à une échelle extrêmement précise dans un bâtiment, mais ça peut se faire à une échelle beaucoup plus grande au niveau d'un territoire. Et enfin, on a la dernière séquence de jeu qui est sur l'échelle d'un nouveau quartier, où là, on va venir discuter finalement comment faire pour, lorsqu'on a un nouveau projet, mettre en place la santé environnement. Donc, dans la séquence 1, on va partir d'une situation initiale qui est dite dégradée. On le voit, donc c'est la photo à gauche, où on va avoir beaucoup de bruit, de voitures, de la pollution de l'air, la place centrale qui est occupée par finalement les voitures. Et on va se dire, le jeu va proposer plusieurs scénarios. Et donc, il y a des scénarios où chaque scénario a des avantages et des inconvénients. Et les joueurs vont devoir échanger sur quel scénario ils veulent privilégier, ou alors dessiner par eux-mêmes quels aménagements ils mettraient en place pour favoriser la santé de la population. De même façon, on a sur la séquence 2 le même principe du jeu, sauf qu'on part d'une situation initiale qui est différente et avec des scénarios et des présentations de scénarios qui vont être aussi des solutions qui vont être différentes. Donc là aussi, c'est l'idée, c'est de voir finalement toutes les méthodes ou tout ce qu'on peut mettre en place dans l'aménagement pour jouer sur la santé environnement. Et enfin, donc la séquence 3 qui est un peu différente, où on va partir d'une phase où on a des contraintes. Par exemple, il y a une zone polluée, il y a une zone inondable, mais aussi des opportunités avec, par exemple, un terrain à vendre. Et l'idée, c'est de dire finalement comment construire le quartier qui favorise le plus la santé de la population. Alors, ce que je fais moi souvent, c'est que cette dernière séquence, je la remplace par soit une carte de la ville qui est concernée, soit un quartier, ou soit le bâtiment, la cour d'école qui est en étude. Parce qu'en fait, dans la séquence 1 et la séquence 2, on passe d'un plateau de jeu qui est imaginaire dans une ville qui est fictive, où finalement les joueurs ils vont mettre des choses en place sur un santé environnement qui sont très ambitieuses. Et derrière, on va avoir donc, et sur la troisième partie, quand on passe sur une phase qui est réelle, les joueurs vont justement essayer d'avoir des solutions qui sont beaucoup plus ambitieuses que s'il y avait eu un atelier classique, ils devaient mettre en place des pistes d'action. Donc bien sûr, comme la balade sensible, tout est disponible dans la valise à outils et vous avez à chaque fois donc le jeu qui est disponible en print and play et surtout donc un livret avec le contexte pour introduire les séquences de jeu et un guide de l'animateur. Donc là, voilà, vous voyez des photos qui ont été faites, je crois, à l'ODEV, où on a pu animer une partie. Vous voyez en bas des dessins qui ont été faits. Voilà, donc j'ai fini pour ma part. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez scanner ce QR code ou je vous enverrai le lien de la valise à outils dans le lien dans la conversation du webinaire. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter au CEREMA. Merci beaucoup Merci pour Théo, votre attention. évidemment. Merci. Et évidemment, on transmettra aussi à tous les participants du webinaire les supports, les liens pour retrouver tout ce qui a été évoqué. Merci beaucoup pour cette présentation de cet outil. Je vous invite vraiment à aller toutes et tous consulter. Alors, attendez la fin du webinaire, restez avec nous, mais dès la fin du webinaire, allez consulter ces outils. On peut commencer à picorer, regarder à droite, à gauche. C'est un bon moyen de rentrer sur le sujet. Et on va tout de suite passer un petit step en termes de présentation, puisque là, on va rentrer déjà dans un sujet encore un peu plus concret avec la thématique de la qualité de l'air intérieur. Et je vais laisser la parole à Claire Taupin de Ville et Aménagement Durable, donc structure également membre du réseau, qui va nous présenter à la fois une démarche, mais aussi une formation qui est portée par l'ensemble une formation et une démarche qui est portée par l'ensemble des structures du réseau Bâtiment Durable. Ça s'appelle la démarche Écrin, développée par l'ADEME. Claire, je te laisse présenter tout de suite Oui. cette démarche, cette formation. Bonjour à tous, Claire Taupin, chargée de mission chez Ville et Aménagement Durable. Donc, on est centre de ressources sur le bâtiment et l'aménagement en Auvergne-Rhône-Alpes.
Et donc, je vais vous présenter donc cette démarche de ECRIN, engagement à construire responsable pour un air intérieur sain, qui est porté par l'ADEME, qui a été initié par l'ADEME. Alors, quelle est cette méthode? L'objectif, c'est d'améliorer, comme disait Alban, de s'intéresser plus spécifiquement à la qualité de l'air intérieur des bâtiments et donc de faire progresser les projets de bâtiments vers une meilleure version d'elle-même, faire renforcer les compétences des professionnels, donc faire évoluer l'ensemble des acteurs qui travaillent sur un projet de bâtiment avec des meilleures pratiques pour la qualité de l'air intérieur et bien sûr objectiver la performance du projet avec une mesure à réception et éventuellement au premier hiver suivant la réception. Cette méthode s'applique à toutes les étapes du projet, de la programmation jusqu'à la réception. On ne répétera jamais assez qu'il est important de prendre en compte la qualité de l'air intérieur dès l'étape de programmation pour que ce soit bien mis en place par la suite. Elle vise aussi toutes les opérations, donc que ce soit en construction ou en rénovation, dans l'habitat comme dans le tertiaire. Et elle intègre 4 risques de pollution, donc la pollution atmosphérique, la pollution du sol, la pollution liée aux bâtis, donc matériaux et produits, et puis la pollution liée aux équipements, donc système de ventilation et système de chauffage. Donc comme voilà, vous pouvez voir les missions, les différentes thématiques réparties en 4 missions ici, qui vont couvrir toute une série d'exigences qu'on appelle incontournables, qui sont donc les exigences obligatoires, et des exigences essentielles, donc facultatives, et qui permettent d'atteindre différents niveaux de reconnaissance ECRIN. Donc vous voyez en bas, on a différents niveaux avec 70, 80 et 90% chaque mission technique. Donc, comme je disais, ça permet aussi d'appliquer, enfin, d'intégrer la qualité de l'air intérieur à chaque étape du projet. Et donc là, ce que vous voyez en couleur, c'est donc les étapes, en fait, les grandes étapes de la démarche ECRIN, avec un diagnostic qui accompagne donc la programmation du projet, au cours de laquelle on va définir l'ambition du projet et ensuite dans la conception, on va intégrer donc les exigences qui auront été choisies donc au sein de la mission de la maîtrise d'œuvre, puis au cours du chantier de la construction, de la rénovation, on va aussi donc faire attention à ce que les exigences et ECRIN soient bien respectées par tout le monde, et enfin le contrôle à la réception par la mesure de polluants et éventuellement des mesures aussi au premier hiver. Donc ça c'est plus facultatif. Avant que je rentre plus particulièrement dans la formation, je voulais juste vous expliquer un peu comment fonctionne la démarche et qui sont les acteurs, on va dire, clés. Donc, c'est bien l'ADEME qui a la propriété de la marque, parce qu'on va parler ici d'une marque ECRIN et pas d'un label. Donc, on n'est pas sur une certification on-off, on est plutôt sur, voilà, dans l'idée d'une démarche de management de projet et qui se veut progressive pour faire avancer progressivement vers l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Et donc, c'est pas on-off dans le sens où, comme je vous disais, il y a plusieurs niveaux de performance atteignables. Donc, l'ADEME a délégué en fait le suivi et l'organisation de la démarche à un coordinateur national, donc qui est porté par ce groupement dont je fais partie, donc animé par Ville Aménagement Durable, Medieco et Envirobat BDM, donc qui est le centre de ressources pour la région PACA. Et donc ensemble, on coordonne l'ensemble des structures ambassadrices et les accompagnateurs qui sont ici. Et on assure évidemment la délivrance des contrats de licence et l'évolution de la méthode, etc. Pour la faire courte. Et du coup, on va dire que les acteurs donc qui sont plutôt locaux, ça va donc concerner les ambassadeurs qui sont donc représentés par les centres de ressources régionaux. Donc la carte, enfin je vais vous présenter après la carte des centres de ressources.
et les accompagnateurs, donc ceux qui vont suivre directement les projets, qui vont être les prestataires donc auprès de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre pour mettre en place Écrin. Et donc qui vont donc les ambassadeurs comme les accompagnateurs donc vont accompagner le maître d'ouvrage dans le portage de cette démarche. Donc voilà, je vais faire le lien. Du coup, les ambassadeurs ont pour mission notamment de former les accompagnateurs Écrin. Donc là, vous voyez les prochaines dates de formation. Ça sera les 19 et 20 mars à Bordeaux avec ODIS, le centre de ressources de Nouvelle-Aquitaine. 18 et 19 septembre à Marseille avec Envirobat BDM. Et à Lyon, on avait prévu une formation le 7 et 8 mars, mais elle a dû être repoussée. Donc les nouvelles dates sont à venir. Ça devrait être sur le premier semestre dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez avoir plus de détails. Et à qui s'adresse cette formation? En fait, elle a plusieurs cibles, dans le sens où déjà la maîtrise d'ouvrage peut se former en interne pour suivre, pour porter la démarche. C'est quand même mieux de bien comprendre de quoi il s'agit exactement, quels sont les outils, les acteurs clés, les démarches, les étapes clés du projet, etc. Mais il n'en demeure pas moins que la maîtrise d'ouvrage devra quand même être accompagnée par un accompagnateur plutôt expert de la qualité de l'air intérieur pour être bien conseillé sur les systèmes à mettre en place, les produits, les matériaux à sélectionner, etc. Donc c'est pour ça que cette formation elle s'adresse aussi donc aux assistants maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre en priorité qui sont déjà qualifiés qui ont déjà accompagné des projets sur la qualité de l'air intérieur. Et ça peut aussi s'adresser à des associations ou des services de l'État qui souhaitent participer à la diffusion de la démarche. Donc, ça leur permet aussi d'avoir une bonne compréhension de la démarche pour ensuite bien la diffuser aussi dans leur réseau de collectivités notamment ou autres. Donc, l'objectif de cette formation, c'est d'être donc en priorité être en capacité de porter une démarche lorsqu'il s'agit d'un maître d'ouvrage ou d'un AMO, de connaître la structuration de la méthode et ses différents outils, d'identifier les phases clés et les acteurs clés, et aussi comprendre le rôle et la responsabilité de l'accompagnateur. Donc, qui se rapproche essentiellement principalement d'un assistant maîtrise d'ouvrage lorsqu'il s'agit d'un bureau d'études, et voilà, et qui se rapproche en tout cas ou d'un BE au sein d'une maîtrise d'œuvre. Donc, comme je vous disais, tous les centres de ressources du réseau bâtiment durable sont mobilisés pour déployer la méthode. Mais bon, ça a vraiment véritablement démarré en 2023, donc voilà, on y va tous progressivement. Donc actuellement, donc il y a Ecopolis, Ville Aménagement Durable et Envirobat BDM qui sont déjà prêts à suivre des projets directement. Bientôt, Terragilis, ODIS et Envirobat Occitanie seront prêts également. Et puis les autres centres de ressources, ils viennent tous progressivement. Donc voilà, ne pas hésiter à vous renseigner auprès de votre centre de ressources pour savoir ce qu'il en est. Et dans tous les cas, les régions qui n'ont pas d'ambassadeur, on va dire, officiellement lancé, peuvent s'adresser par défaut au coordinateur national. Donc, à nous, je donnerai le contact juste après. Et à noter que pour les centres de ressources, donc en Outre-mer, la méthode est actuellement pas du tout adaptée pour ces territoires, mais voilà, c'est une question qui va être traitée en tout cas par la coordination nationale pour voir comment on peut faire évoluer justement la méthode. Et voilà, après, vous pouvez vous tenir, on tiendra à informer donc sur les réseaux ou par d'autres biais de l'avancement de chaque ambassadeur. Et à noter aussi que pour ceux qui se posent des questions, il est possible de cumuler Écrin avec les démarches BD. Donc voilà, les centres de ressources
qui portent des démarches bâtiments durables ont bien sûr pensé à l'articulation entre BD et écrin, et donc c'est tout à fait possible de le faire avec ou sans écrin. Ouais, y a pas de, tout est prévu. Et là, vous voyez donc les projets qui sont déjà lancés. En fait, il faut savoir que avant écrin, il y avait Manager, qui était donc la phase expérimentale de la démarche. Donc, on a déjà un certain nombre de retours d'expérience grâce à cette phase expérimentale. Et voilà, depuis quelque temps, on a aussi des projets écrins qui se sont lancés, notamment donc, en Île-de-France, au Pays de la Loire. Et il y a tout nouveau qui vient d'arriver en Auvergne-Rhône-Alpes et donc aussi en Nouvelle-Aquitaine. Et là, vous pouvez voir du coup les différents maîtres d'ouvrage engagés à la fois sur Manager et sur écrin. Et du coup, les contacts utiles pour en savoir plus. Donc, comme je vous disais, votre centre de ressources régionales, ou alors vous pouvez aussi vous adresser directement à la coordination nationale. On est en mesure de vous donner toutes les infos nécessaires avec cette adresse coordinateur@écrin.fr. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue. Pas de souci, je te remercie Claire, c'était clair. Et je vais sans plus tarder laisser la parole à nos deux derniers intervenants. Et là, on va encore plus rentrer dans l'opérationnel puisqu'on va avoir un retour d'expérience d'une évaluation d'impact en santé, une EIS. Pour ceux qui connaissent le terme, eh bien, vous allez être curieux. Et sinon, vous allez découvrir de quoi on parle. Je vais donc laisser la parole de suite à Yann Moisan de Novascopia et Nathalie Garnier de la ville d'Angers. Yann, Nathalie, c'est à vous, si c'est bon de votre côté. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous accueillir là, sur ce webinaire. Donc, effectivement, je travaille à la ville d'Angers et je suis responsable d'un service de prévention, d'éducation, de promotion de la santé à la direction santé publique. Et dans le cadre de mes missions, j'ai été amenée à accompagner une évaluation d'impact sur la santé sur un quartier en rénovation urbaine, le quartier de Montplaisir. Et pour cela, on a été accompagné par Novascopia qui se présentera tout à l'heure. L'idée, c'est pas de rentrer dans l'intégrité de l'étude parce qu'on n'en a pas le temps. C'est plutôt de faire un focus sur un des aménagements pour lequel l'EIS a un réel impact, en tout cas qui est avéré et qui a été à la fois intégré dans le plan guide et puis aujourd'hui dans les priorités qui ont été celles des différents pages chantiers qui ont été engagées. Donc, on va faire un petit focus plutôt sur les équipements scolaires. Je veux bien que vous avanciez sur la diapo suivante. Peut-être vous présenter quand même rapidement le quartier de Montplaisir. Donc, c'est 11 500 habitants. C'est un quartier en politique de la ville, très familial, une population jeune, avec une augmentation d'une population vieillissante qui est présente depuis longtemps sur le quartier. On est sur quand même un quartier qui est plus exposé à un niveau de précarité plus important par rapport à la moyenne de la ville. De l'emploi plutôt en bordure de quartier, une surreprésentation au niveau des ouvriers des employés. Et puis avec un atout quand même majeur sur ce quartier, des espaces verts qui sont, avant la question de la rénovation, en tout cas, pas suffisamment exploités dans le sens, on va dire, qualifié, maximisé pour que ça soit encore plus favorable pour un environnement favorable justement pour la santé. L'habitat est dominé par le parc social sur ce quartier. On a beaucoup de logements collectifs en cœur de quartier. C'est d'ailleurs le programme fera l'objet de réhabilitation, de rénovation, de destruction. Des équipements publics et des commerces nombreux en cœur de quartier. Donc ça, c'est un atout. On ne part pas de rien non plus. Il y a déjà une qualité déjà de service rendu en quelque sorte dans l'offre disponible. Et puis des effectifs scolaires nombreux qui sont concentrés sur quelques écoles. Voilà, donc le programme de rénovation urbaine, en fait, dans son grand objectif, c'était de désenclaver le quartier, on va dire, avec l'arrivée du tram, qui est du coup qui a été mis en service l'été dernier. Donc une nouvelle desserte. Et puis l'idée, c'était de ramener en fait un peu le quartier sur la ville et de permettre aux habitants aussi de sortir plus facilement du quartier. Donc, on est aussi dans le cadre de ce programme sur la création de nouvelles continuités Est-Ouest, donc toujours avec cette idée de désenclavement. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas,
c'est un peu difficile de parler peut-être d'un quartier que vous ne connaissez pas dans sa représentation un peu géographique, mais en tout cas, il y a des contraintes fortes, c'est-à-dire qu'il y a une voie ferrée qui passe en milieu du quartier, et ça, c'est quand même à prendre en compte, avec des grands axes aussi de boulevards. Donc là, l'idée, ça a été aussi essayer de minimiser un maximum ça et puis de permettre qu'il y ait plus de mobilité et de liens, en tout cas, entre les différents îlots du quartier. Le programme de réno urbaine, je vous l'ai dit tout à l'heure, il concerne aussi la question de la réhabilitation comment dire, de rénovation et puis de nouvelles constructions de logements, puisqu'en fait, on a quand même 60% des habitants du quartier qui sont logés en logements sociaux. Donc, si on peut continuer. Voilà, je te laisse la parole, Yann, pour continuer. Merci Nathalie pour cette introduction. Donc, je reprends la main pour la poursuite de cette présentation. Donc, Yann Moisan, co-gérant de Novascopia, on a mené cette EIS il y a quelques années maintenant. C'est là aussi tout l'intérêt de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. C'était une de nos premières EIS, en tout cas en Pays de la Loire. EIS qui s'est déroulée sur une période d'environ 18 mois, donc plutôt longue. Je ne vais pas rediscuter des étapes qui structurent cette démarche. Les guides qui ont été présentés précédemment en parlent très bien et du coup présentent les atouts, les intérêts de ce type de démarche. Ici, rappeler aussi le soutien des agences régionales de santé dans le cadre du déploiement de ces outils qui permettent d'intégrer la santé dans des projets d'aménagement urbain et aussi à d'autres échelles. On en parlera aussi dans des territoires plus ruraux. Et un sujet qui est au cœur de ces démarches, c'est aussi de pouvoir favoriser l'expression des habitants, des usagers sur qu'est-ce qui fait santé à l'échelle de leur quartier et finalement près de chez eux. Et qu'est-ce qui fait santé près de chez eux? Eh bien, c'est vraiment le point de départ de cette EIS, puisque vous le voyez à travers les codes couleurs qui parcourent cette cartographie du projet urbain. L'idée et l'originalité de cette EIS, ça a été de travailler sur les mobilités. Sur les mobilités en étudiant à travers je dirais les grands axes du projet urbain, les principaux parcours des habitants, notamment en direction des équipements et des espaces les plus structurants du quartier, qui étaient, comme l'a rappelé Nathalie, principalement les équipements scolaires, la place de l'Europe et les espaces verts. Et cela nous a permis de travailler non pas classiquement sur les déterminants de santé que Théo a présentés et qui sont détaillés dans le guide Isadora à travers les 10 axes thématiques, des mobilités à la sécurité, en passant par les habitudes de vie. Là, ici, on a travaillé justement plutôt sur des secteurs géographiques, comment ces déterminants de santé peuvent être appropriés à travers les différents secteurs géographiques qui composent le quartier. Finalement, du coup, au bout des 18 mois, vous le voyez en petit, mais on vous mettra aussi les liens qui présentent la synthèse de l'étude et le rapport qui est en ligne via le comité 21 et je crois aussi l'ARS Pays de la Loire. 32 recommandations qui sont réparties sur 5 axes avec des niveaux de priorité différenciés. Environ 3-4, je ne sais plus de mémoire, 2 à 4 recommandations prioritaires qui ont été, et là c'est aussi un des sujets, hiérarchisés par un comité qui associait à la fois habitants, acteurs du quartier et élus. Là, l'idée, c'est aussi une confrontation des points de vue sur qu'est-ce qui fait priorité
en santé à l'échelle d'un quartier. Et je dirais ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on a mis aussi les équipements scolaires au cœur de cette EIS, c'est que à travers les débats entre élus, entre élus et techniciens, entre techniciens et habitants, au cours des différentes phases de l'EIS, du cadrage des déterminants à l'analyse des impacts, eh bien, les priorités ont été retravaillées. Et les équipements scolaires, et notamment la réhabilitation des 2 équipements scolaires, l'école Voltaire et l'école Paul Valéry, de mémoire, il y a aussi un collège sur le quartier Oui, et un lycée. qui était dans un phasage temporel plus éloigné au démarrage de l'étude, a pu finalement se retrouver, je dirais, en priorisé dans les choix urbains du projet de rénovation urbaine. Et ça, c'est, je dirais, un atout. Pourquoi c'est un atout? C'est finalement les parents, les acteurs et l'échange entre élus au cours de cette EIS qui a permis de se dire que au-delà de la réhabilitation et de la programmation des aménagements intérieurs des écoles, c'est l'attractivité du quartier qui était en jeu. À travers la réhabilitation et la qualité des cheminements vers les écoles pour les parents, les enfants et les accompagnants, je pense aussi aux grands-parents ou aux services éducatifs et périscolaires, c'est tout le quartier qui était qui du coup changeait de regard et qui permettait aussi de revaloriser, je dirais, la santé à l'échelle du quartier, mais aussi d'un point de vue attractivité, qui était un sujet non négligeable pour les habitants. Alors, je vais laisser la parole, je sais que le temps est compté, mais tout ça pour avoir, on a surligné en jaune ce qui est en cours et ce qui est, en gros, les recommandations qui ont été prises en compte par les équipes de maîtrise d'œuvre, architectes, urbanistes et techniciens de la ville à la suite de l'EIS. Mais au final, le travail aussi, le fait que l'EIS ait pu être piloté à travers le contrat local de santé, l'ensemble des recommandations a pu faire l'objet d'un suivi qui a permis une intégration totale des recommandations au cours des travaux. Donc je te laisse, Nathalie. Forcément, il y a des sujets qu'on aurait pu aborder un peu plus en détail, mais voilà. C'est compliqué de vous donner vraiment à voir l'étendue de cette démarche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a permis de repositionner un peu les priorités au regard de cette question d'attractivité du quartier, qui était vraiment un enjeu fort, qui s'incarnait notamment par cette desserte de tram qui allait arriver dans le quartier. Mais ça a remis un peu la question des usages et vraiment les attentes des habitants qui vivent leur quartier au quotidien. Et ce qui était une particularité de l'EIS et qui, du coup, a été aussi une des recommandations qui a été prise en compte, c'est qu'on était en fait dans une étude qui se retrouvait dans un programme de rénovation urbaine. Donc, qui dit programme de rénovation urbaine dit un calendrier qui a une échéance à 5, 10, 15, 20 ans en fonction des aménagements qui sont prévus. Donc, vous doutez bien qu'à un moment, il y a des phases chantier qui sont à prendre en compte et que notamment sur la question de la phase chantier, en attendant que l'école soit restructurée, il y avait aussi cette question de sécurité des abords, des déplacements, de la mobilité, donc qui a été du coup intégrée rapidement pour que, une fois que les abords du tram ont trouvé place, d'un aménagement tout à fait repérable en tout cas et qui peut être du coup emprunté pas que par les enfants mais aussi par le reste des habitants du quartier. Donc là, vous pouvez le voir sur les photos. L'idée, ça a été
matérialiser en tout cas ce parcours pour qu'il soit identifié et qu'on sache exactement pendant la phase chantier où est-ce qu'on peut passer de manière sécurisée pour pouvoir continuer à se déplacer d'un endroit à un autre sur le quartier. Et ça, ce sont des éléments qui ont été aussi importants, qu'on n'avait peut-être pas, nous, autant mesurés, en tout cas quand on a démarré l'EIS, mais en tout cas très rapidement, on a pris conscience que, bah oui, effectivement, la phase chantier, elle allait durer longtemps et que ça, c'était quand même des éléments à prendre en compte et que l'EIS, elle a aussi permis de continuer à asseoir ça et à faire des préconisations dans ce sens-là. Avec l'idée aussi de pouvoir continuer à avoir des phases de concertation tout au long des différents aménagements qui sont prévus, puisqu'en fait, on avance étape par étape dans le cadre de ce programme de rénovation urbaine. Voilà, je te laisse la suite. Oui, bah, juste une dernière diapo pour conclure. C'est aussi, là, vous voyez dans ce schéma les différentes formes que peuvent prendre l'intégration de la santé dans l'aménagement du territoire. À l'échelle d'équipement, on l'a dit, hein, on a beaucoup travaillé à l'échelle d'équipement scolaire, mais on peut aussi travailler à l'échelle de résidences, de copro, de parcs naturels, notamment pour des bureaux. L'intérêt, c'est de pouvoir croiser aussi du coup les outils, évaluation d'impact en santé, démarche d'urbanisme favorable à la santé et des démarches qui sont plus technico-administratives autour des modalités d'intégration de la santé dans des documents d'urbanisme. Donc, vous voyez aussi quelques collectivités avec lesquelles on a travaillé ou on travaille actuellement pour pouvoir, là, d'un point de vue stratégie territoriale, travailler et engager travailler avec cette porte d'entrée santé sur la transformation à la fois des paysages et des territoires. Donc, je vous remercie pour votre attention. On laissera du coup dans le diapo un dernier film. Je n'ai pas le temps de vous le diffuser malheureusement, mais il sera du coup disponible et montre comment les recommandations de l'EIS ont pu être traduites et mis en lumière par les architectes et urbanistes à la suite de l'étude. Ouais. Et ce que je peux rajouter justement pour ceux qui prendront le temps de regarder cette vidéo, elle dure à peine 2 minutes, mais en tout cas dans la parole des habitants, parents, enfants, voilà, qui ont été interrogés pour donner à voir un peu ce projet, vous verrez dans l'expression qu'ils ont, ce sont des choses qui ont pu être dites au moment de l'évaluation, enfin de l'écriture des recommandations, puisqu'effectivement on avait travaillé de manière concertée avec les habitants sur le quartier, et c'est des choses qu'on retrouve. Et donc après il y a la traduction avec les aménagements. Donc ça, voilà, ça permet un peu plus de comprendre comment ça se concrétise ensuite. Merci beaucoup. Alors, c'est pas mal un peu de teasing aussi pour inciter nos participants à consulter les ressources qui leur seront envoyées. Je vous remercie encore une fois. Je sais que c'est périlleux cet exercice de présenter en 10 minutes un sujet aussi vaste que celui-ci. Et puis je remercie aussi les participants pour faire un tout petit peu de rab avec nous. On va devoir, je pense, malheureusement sauter les questions du public, mais je vois que dans le chat, ça a déjà échangé. On va de toute façon vous transmettre les coordonnées de tous nos intervenants si vous souhaitez en savoir un tout petit peu plus sur les sujets qui ont été présentés, et puis vous transmettre également toutes les ressources disponibles en ligne pour consulter tout ça. Et puis on vous invite également à aller consulter très rapidement la publication dès qu'elle sera disponible pour pouvoir en savoir un peu plus sur tous ces retours d'expérience qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Juliette, si tu es d'accord, je pense qu'on va pouvoir conclure maintenant. Remercier tous nos participants pour leur attention et leur souhaiter à toutes et tous une très bonne journée. Oui, et remercier également nos intervenants pour leur présentation claire et efficace. Et donc, la publication sera disponible courant semaine prochaine et on vous enverra le lien du replay et du support de présentation également. Merci à tous. Très bonne journée. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Bonne journée.